Caroline Adam, bonjour Bonjour et Christophe. bienvenue. Vous êtes candidate dans la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe Israël, Italie, la Grèce, Chypre, Malte aussi, je crois. Malte également. Pourquoi avoir choisi cette circonscription ? Parce que c'est là où est ma place, parce que plutôt d'être suppléante, on m'a proposé cette circonscription et j'ai dit un grand oui. Vous savez comme moi que depuis 2 ans à l'Assemblée nationale, je suis extrêmement active, y compris sur les sujets de lutte contre l'antisémitisme, de défense d'Israël. Et cette proposition allait de soi. Ce qu'on m'a dit et ce que je crois, c'est que s'il y a un candidat, une candidate qui peut gagner cette circonscription face à Meir Habib, c'est moi. Pourquoi ? Parce que vous portez un macronisme qui se revisite, parce que vous portez aussi peut-être une manière de défendre la communauté juive après le 7 octobre ? Parce que ça n'est pas une élection présidentielle, parce que je ne porte pas le combat d'Emmanuel Macron, je porte le combat qui a été celui de Caroline Yadan depuis qu'elle est adolescente, que je porte le combat que j'ai mené aussi depuis que je suis députée à l'Assemblée nationale, que ma parole est audible, que j'arrive à rassembler autour de moi sur les sujets qui nous tiennent à cœur, que j'ai été à l'origine d'actions qui ont fédéré énormément de députés. Lorsque, par exemple, je suis partie en Israël avec la première délégation de députés avec Manuel Valls, 7 jours seulement après le 7 octobre, alors même qu'on ne voulait pas que, par exemple, le Quai d'Orsay ne voulait pas qu'on parte, j'ai réussi à amener avec moi ces députés parce qu'au retour de ce voyage, de ce voyage terrible d'ailleurs, parce qu'on avait fait une promesse aux otages, eh bien, j'ai organisé cette opération de parrainage des otages avec 240 députés français, députés européens, sénateurs, parce que lorsque je parle, je me fais entendre, de par peut-être ma profession d'avocate, de médiatrice, on m'entend sur ces sujets-là et on comprend ce que je veux dire et ensuite, je fais adhérer et nombre de députés qui n'étaient pas sensibilisés, qui ne luttaient pas particulièrement contre l'antisémitisme, qui n'identifiaient pas ce qu'était l'antisémitisme de nos jours, aujourd'hui savent exactement de quoi on parle et prennent la défense d'Israël parce qu'ils ont compris exactement ce qui était en jeu. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, il faut repenser la manière de défendre la France, la communauté juive contre l'antisémitisme et de reconstruire la relation franco-israélienne. Bien sûr, il faut arriver à comprendre qu'il ne suffit pas d'entendre un discours qui fait du bien. Il faut que ce discours soit audible. Il faut que ce discours soit entendu de ceux qui ne sont pas déjà sensibilisés à cette cause. Et il y en a tellement. Et soit on choisit un candidat qui porte les mêmes combats que moi en réalité, mais qui aujourd'hui en plus se rapproche gravement de l'extrême droite, soit on choisit une candidate qui a fait des actions, qui est militante au départ et qui prend ce militantisme-là pour l'amener en politique, mais surtout qui arrive à faire et qui arrive à fédérer avec derrière des actions concrètes. Prenez Sciences Po par exemple. Lorsqu'il y a eu donc ce qui s'est passé, l'occupation de Sciences Po, etc. Eh bien, j'ai pris une délégation avec moi, dont Sylvain Maillard, président de notre groupe, dont Laurent Marcangeli, président du groupe Horizon. Nous étions 10, nous nous sommes rendus à Sciences Po, nous avons fait bouger les lignes à Sciences Po. Et bien, sans mon action, sans ma capacité de persuasion, jamais cette délégation se serait rendue à Sciences Po. Alors Meir Habib a défendu aussi avec fougue les Français juifs, la relation entre la France et Israël. Que lui reprochez-vous ? Qu'est-ce qui sera nouveau avec vous ? Que je défendrai avec conviction, mais pas avec outrance en fait. Et c'est la grande différence, c'est que je me fais entendre, je suis audible dans ma parole, je ne suis pas excessive, je ne suis pas dans l'outrance permanente. Lorsque je prends la parole, les gens se sentent soulagés,
mais à côté de la communauté juive qui apprécie ma parole et qui me soutient. Vous savez, quand je vais dans les rassemblements, il y a des gens qui me serrent dans les bras et qui pleurent tellement les paroles que je prononce leur fait du bien et qui me disent la chose suivante. En fait, ce qu'on apprécie chez vous, c'est que vous restez calme, c'est que vous êtes posée, c'est que vous êtes élégante et que cette parole de calme et d'élégance et donc ce que je vous disais tout à l'heure, parfaitement audible. Merci, merci Caroline Yadan. Fermeté sans outrance, c'est votre style. C'est bien ça, on va le prendre comme slogan. Est-ce que vous savez quelle est l'étiquette de votre adversaire ? Beaucoup d'interrogations surgissent. Est-ce que Meir Habib a l'étiquette LR, apparenté LR Ciotti, LR avec le RN ? Ah ben je crois que c'est très très clair, c'est LR Ciotti, donc Ciotti RN. On le sait, on l'a vu dans l'hémicycle, il se rapproche, il l'a dit d'ailleurs, que le RN ne représentait plus de danger pour lui. S'il n'avait pas cette étiquette RN, eh bien, d'abord, aucun candidat RN n'a été investi. Et en plus, une candidate LR ne se serait pas présentée. Il n'y aurait pas eu de dissidence, entre guillemets, LR. Donc oui, aujourd'hui, il va y avoir, ou il y a déjà, une alliance très concrète entre Meir Habib et cette extrême droite-là, qui reste, pour ma part, parfaitement infréquentable. J'ai toujours combattu les extrêmes. Je continuerai à les combattre, que ce soit l'extrême gauche, évidemment, qui nous fait un mal fou, qui est devenu le premier parti antisémite de France, ou l'extrême droite. Ce combat-là est le mien et je ne cesserai pas de le mener. Et je pense vraiment, en plus, que le bloc républicain, que la France peut se relever, que rien n'est joué et qu'il faut vraiment que tous les électeurs se disent « Attention, ce qui nous guette, c'est un chaos, c'est une catastrophe, même si on ne prend pas les valeurs d'antisémitisme, etc., même si on n'est pas dans ce combat-là, économiquement, ce serait une catastrophe absolue pour la France. Mais pour beaucoup de Français juifs, pour beaucoup de Français non-juifs, en métropole, ailleurs à l'étranger, le RN devient le meilleur rempart contre l'islamisme, contre l'antisémitisme d'extrême gauche. Ils le croient en tout cas. Non, mais le RN a développé une stratégie depuis 2013 de respectabilité. C'est Louis Alliot qui, à un moment donné, est allé voir Marine Le Pen et qui lui a dit si on veut arriver au pouvoir, alors il faut se débarrasser impérativement de cette image de parti antisémite. Donc on va séduire les Juifs de France, on va se respectabiliser, on va adopter la stratégie de la cravate que l'on a bien vue depuis 2022 à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, que de l'image ? Mais oui, le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir, nous disait Simone de Beauvoir. Et il suffit de se pencher un tout petit peu, par exemple, dans les coulisses du RN, de voir qu'il y a des anciens guidards comme Chatillon, comme Lousteau, qui dirigent le micro-parti de Marine Le Pen, qui sont des proches de Bachar el-Assad. Il faut voir que le RN, suite à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, a été défini comme le courroie de transmission du Kremlin. Le Kremlin, c'est Poutine. Le Poutine, c'est l'Iran. L'Iran, c'est le Hamas. Il faut également ne pas oublier, je vais illustrer quelque chose. J'ai déposé avec mon collègue Mathieu Lefebvre à l'Assemblée nationale une proposition de loi il y a quelques mois renforçant les sanctions antisémites et racistes. Cette proposition de loi permet concrètement de mettre Alain Soral en prison, c'est-à-dire de délivrer un mandat d'arrêt qui n'était pas possible parce qu'on ne sommes pas dans le droit commun, mais sur le droit de la presse. Et bien sur cette proposition de loi, pendant des heures et des heures de débat, RN et LFI ont obstrué les débats. Ils ont tout fait pour que cette loi ne soit pas votée. Elle devait être votée avant 20h. Eh bien, elle l'a finalement été, mais RN et LFI se sont abstenus. RN qui dit lutter contre l'antisémitisme s'est abstenu. LFI qui dit lutter contre le racisme s'est abstenu. Meir Habib est très proche de Benjamin Netanyahou. Trop proche à votre guise ? En tout cas, moi, en tant que candidate, je ne serai pas la candidate ou le porte-voix de qui que ce soit au gouvernement israélien. Et certainement pas de la coalition d'extrême droite qui a été formée par Bibi Netanyahou. C'est vraiment le message que je veux faire passer.
Je suis la candidate des Français vivant en Israël. Je suis moi. Je viens avec ma personnalité, avec mon expertise, avec mes compétences et avec ma défense collée à ce que je fais, ce que je dis, de lutte contre l'antisémitisme, de défense d'Israël, pour que les liens entre la France et Israël perdurent, mais au-delà, pour que nous ne connaissions pas, par exemple, ce qu'on a connu avec Eurosatori il y a peu de temps. Alors justement, Eurosatori boycotte des entreprises israéliennes. Les exposants israéliens ont été interdits de salon. Et puis, la justice, après divers rebondissements, a tranché. Le Conseil d'État a annulé cette interdiction. Victoire importante, vous aviez, dès le début de la semaine, pris position. Je me suis beaucoup engagée sur ce sujet. Je me suis rendue au salon Eurosatori. J'ai même fait un communiqué de presse. Un communiqué de presse au gouvernement pour qu'il clarifie sa décision. Pourquoi il était important de clarifier sa décision ? Si vous prenez les décisions de justice qui ont été rendues, il y a indiqué sur ces décisions de justice que cette décision ne repose que sur un communiqué. Et c'est ça ce qui m'avait interpellée. C'est qu'en réalité, lorsqu'on va sur le site du ministère des Armées, du ministère de la Défense, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a pas de décret, il n'y a pas de décret, il n'y a pas de décision prise. C'était juste un communiqué. Et ça me paraissait très, très bizarre. Donc, j'ai demandé une clarification et surtout, j'ai dit de manière très, très forte que cette décision était inique. C'était une décision discriminatoire, c'était une décision en plus gravissime par rapport au message porté, au message qui légitimait les mouvements d'ultra-gauche comme BDS qui prônent le boycott. Des investissements, etc. Exactement. Validé par l'État, donc. Qui prônent le boycott, validé par l'État. C'était incompréhensible. Ça illustrait en plus l'inversion accusatoire à laquelle nous assistons depuis le 7 octobre et cette volonté de contester la légitimité même de l'État juif, alors même qu'il y a des exposants, il y a 96 exposants, des dictatures à tout va, il y a la Turquie, il y a la Chine, il y a le Tchad, il y a l'Arabie Saoudite, enfin, on marche sur la tête que le seul pays démocratique du Moyen-Orient ait été exclu. Donc vraiment, je me réjouis que la justice puisse faire avancer les choses sur ce point. Pour finir, en 15 secondes, il y a beaucoup de candidats dans la 8e circonscription. Vous craignez la dispersion des votes ? Écoutez, c'est la démocratie. C'est le jeu de la démocratie. Donc, à la limite, c'est bien qu'il y ait plusieurs voix. Ce que moi, je veux vraiment essayer de faire passer comme message, c'est que si on veut voter utile, si on veut voter efficace, si on veut éviter aussi que l'extrême gauche arrive au pouvoir demain à l'Assemblée nationale, eh bien, il faut voter dès le premier tour pour moi, parce que il me semble évident que ma candidature est celle qui convient aux Français aux Français de l'étranger, notamment aux Français d'Israël. Caroline Yadan, merci, bonne journée. Merci à vous.